Et dossier du jour, J-1 avant le début de l'année selon le calendrier grégorien. Et l'année 2024 a été une année de conflit, voire plus. Génocide en Palestine, guerre au Liban, au Yémen, crise en Libye, mais aussi ailleurs. N'oublions pas également le Soudan, la RDC et la Birmanie. Et on a voulu en parler de ces crises et surtout de la volonté de domination, notamment celle qui touche les pays musulmans par le prisme de la théologie. On le fait avec notre invité du jour. À tout de suite. Parlons de domination par les armes, mais également par la pensée. D'ailleurs, c'est généralement là que la domination commence, la colonisation également, c'est-à-dire l'acceptation de la domination qui commence au niveau intellectuel, voire cognitif. Pour en parler, je reçois ce soir avec grand plaisir Kamel Chekad. Bonsoir. Bonsoir à vous, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Alors, théologien, auteur, mais aussi intervenant, animateur d'une émission à succès sur la radio, au cœur de l'islam. Bienvenue. Oui, mais pas que, on va pas dire. Que, bien parce évidemment. Que là, actuellement, je suis aussi avec Ifriqiya FM. C'est sa deuxième année, donc, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, vous êtes aussi président de... Non, je suis représentant de l'Algérie au sein de la Ligue des oulémas des pays du Sahel. Vous avez donc beaucoup... C'est un organisme régional qui travaille dans ce que nous appelons, nous, au niveau de la Ligue, le traitement de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Nous parlons de traitement et non de combattre le phénomène. Il y a un accompagnement, oui, il y a des structures psychologiques oui. peut-être. Absolument. On va dire que nous sommes beaucoup plus engagés dans une vision globale. Le tout sécuritaire ne peut pas régler la question. Tout comme face à des armes, vous utilisez des armes. Face à une idéologie, vous utilisez une autre idéologie, un antidote. C'est ce que nous faisons, généralement. Et généralement, la spiritualité, peut-être, apporte un baume au cœur et un accompagnement. Ça a pu... Enfin, avec la Ligue, nous avons quand même pu faire du chemin dans le bon sens. Surtout en prenant en considération toute l'expérience algérienne qui nous a, nous, Algériens, en tout cas, beaucoup servi dans ce travail et qui a beaucoup profité aussi à tous les pays voisins et frères aussi dans ce domaine. Alors, je le disais également, auteur d'un livre Thèse et antithèse, où il est question de l'orientalisme. Ça nous rappelle les travaux d'Edouard Saïd, qui a longtemps travaillé sur cette même thématique. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on l'a vu, l'année qui vient de s'écouler est une année malheureusement de conflits intenses, tragique, la Palestine, le Soudan, le Liban. Comment vous voyez l'année qui vient justement, 2025? Vous savez, oui, quand vous êtes, on va dire, imprégné de sciences religieuses, vous ne pouvez pas vous défaire de tout l'aspect eschatologique qui accompagne. Parce que l'eschatologie, c'est la lecture de la fin du monde. Oui, Asharat Sa'a, comme on dit. Et actuellement, ça devient un créneau porteur. Je dis créneau porteur, pourquoi? Parce que c'est grâce justement à l'instrumentalisation de toute cette partie eschatologique que des groupes terroristes ont vu le jour. C'est vraiment le fond même de certains groupes terroristes. Et malheureusement, beaucoup de jeunes musulmans ne cessent de tomber dans le piège justement de cette eschatologie. Au lieu de... En réalité, l'eschatologie, la connaissance même de tout ce qui a trait à l'eschatologie devrait nous permettre de faire un travail sur nous-mêmes. Nous faisons un travail sur ce qui va venir, sur l'antéchrist, sur les guerres, sur tout cela. Et malheureusement, ça nous a mis dans des situations très, très délicates. Donc, c'est une année qui va connaître aussi son lot de pollution avec tout ce que peut générer cet état d'esprit, malheureusement. Et il va falloir faire beaucoup de travail pour essayer d'extirper un peu notre jeunesse de tout cela.
Il y a beaucoup aussi de terroristes, en tout cas de jeunes radicaux qui s'en sortent, qui échappent peut-être au phénomène, en tout cas à ce mal-être psychologique. Sûr, on arrive à s'en extraire parfois. Absolument. Bon, bien sûr, il y a de la réussite dans le on ne le dit pas assez. Oui, il y a de la réussite, mais elle reste quand même assez, on va dire, assez minime par rapport à tout ce... Oui, parce que finalement nous, musulmans, nous ne sommes pas des terroristes. La chose, elle est autosuggérée, elle a été fabriquée dans des laboratoires d'idées, dans des think tanks. On va en parler. Il y a tout un cheminement qui s'est fait sur plusieurs siècles pour que la nation musulmane arrive à ce stade je ne trouve même pas de malaise, de déviation. On va en parler. Kamel Chikhat, l'année, on a parlé de l'année de conflit 2024. Vous, quelle est la figure qui vous a marqué en 2024 ? Inspirante, pleine d'espoir, optimiste pour l'avenir. C'est Yahya Sinwar, avec tout ce qu'il a, avec tout ce qu'il a pu faire. C'est vraiment, pas que pour les musulmans, et puis surtout quand on ratisse un peu la toile et que l'on voit un peu ce qui se dit de lui, autant de la part des musulmans que de la part des non-musulmans, c'est vraiment une personnalité qui a marqué et qui ne cessera de marquer les esprits. C'est une personne authentique, c'est une personne qui avait des principes, qui a été fidèle à ses principes jusqu'au bout. Et c'est, ma foi, c'est un modèle qui donne de l'espoir dans la mesure où nous sommes en train de passer, il y a une transition qui est en train de s'opérer, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais en tout cas, avec ce que l'on a vu dans l'ouverture, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, des derniers Jeux Olympiques, il faut que les gens comprennent que nous sommes en train de passer du Novus Ordo Seclorum, nouvel ordre mondial, vers une appellation qui est beaucoup plus chirurgicale, on va dire. Pour beaucoup, c'est plus précis, c'est le gouvernement de Lucifer. Hein. Nous sommes dans ce qui a été prédit par Albert Pike, par Giuseppe Mazzini, par les grands noms justement des Illuminati. Nous sommes maintenant dans l'eschatologie, hein, vous le disiez au départ, c'est l'eschatologie. Oui, il y a un fond commun aux trois grandes religions dominantes dans le monde, donc c'est à peu près cela. Et donc les gens doivent comprendre que nous sommes en train d'opérer justement cette transition, ce qui fait que les crises, elles vont prendre beaucoup plus d'ampleur, mais elles deviendront aussi de plus en plus subtiles. Mais dans le texte noble du Coran, on dit qu'ils tenteront d'allumer plusieurs feux, et puis Allah... à chaque fois, oui. Donc c'est de l'optimisme aussi. Il y a de l'optimisme dans cela. C'est-à-dire il y a les faiseurs de guerre, mais en même temps, ils n'arriveront peut-être pas à chaque fois à valider leur plan diabolique. Ils n'arriveront peut-être pas à le mener à terme. À son terme, oui. Mais le fait que ces gens-là vous créent des crises un peu partout et à tout moment, ça pose quand même problème pour toute l'humanité, parce que ça déstabilise. Mais c'est surtout des crises, quand on voit les pays qui sont touchés, c'est beaucoup de pays musulmans. Oui, c'est beaucoup plus. C'est le fait du hasard ou... Non, si vous analysez bien la carte du monde, vous allez vous rendre compte que la majorité des richesses de ce monde se trouvent dans des pays à forte dominance musulmane. Un peu en Afrique aussi. Oui, même en Afrique. L'islam est largement dominant, même si les statistiques ne sont pas toujours exactes. Et là où il y a des richesses, il y a des conflits. Et il se trouve que la majorité de ces richesses se retrouvent entre les mains, justement, des musulmans. C'est que pour des raisons économiques, selon vous? Beaucoup plus. Si vous étudiez l'histoire, si vous revenez aux croisades, comme l'ont dit beaucoup de grands noms de l'orientalisme, l'exemple d'Alfred Guillaume, l'auteur même du chaos créateur, Bernard Lewis. Même les croisades étaient motivées par l'appât du gain, c'était des raisons économiques. C'était les réseaux routiers qui emmenaient vers la Chine. Beaucoup plus, oui.
Alors, on va en parler justement de cet orientalisme, puisque vous avez écrit un livre consacré à la thématique thèse et antithèse. Alors, l'orientalisme, rapidement, c'est une idéologie qui émane du 19e siècle. C'est un peu une caricature de l'Orient, c'est une désubstantialisation de l'Orient. Oui. En fait, c'est une insistance sur l'aspect négatif de l'Orient pour peut-être le dominer et finalement le coloniser. C'est à peu près ça. Vous avez cité à l'instant Edward Wadi Said, un palestinien naturalisé américain de l'Université de Columbia, qui a écrit un livre qui fait référence en la matière, l'orientalisme. Et qui n'a pas pris une ride, pardon. Oui, oui, absolument. Il est toujours d'actualité. C'est la Bible, justement, en la matière. Et donc, pour lui, ça a commencé au Concile de Vienne en 1312. C'est là que, vous savez, quand vous parlez d'orientalisme, oui, l'orientalisme actuellement, ça devient un orientaliste. Actuellement, c'est un politologue qui passe dans des chaînes de renom. L'orientalisme, c'est de la géopolitique. L'orientalisme, ça a des visées beaucoup plus de domination. C'est un paradigme, en fait. Oui, oui, c'est le paradigme. Alors, ça commence, pourquoi? Parce que l'Église a subi une déferlante. Les choses sont allées à un stade où quelqu'un comme le créateur même du protestantisme, Martin Luther, a publié un édit en 1541 qui s'intitulait Exhortation à la prière contre le Turc. Ça y est, on ne peut plus rien faire contre les musulmans, il faut prier Dieu pour qu'il nous les enlève. Mais est-ce que ce n'était pas un contexte, parce qu'à l'époque, l'Empire ottoman était à l'aune de sa puissance, oui, peut-être qu'il faut prendre... Oui, mais ça, il y avait, donc l'Église perdait du terrain, elle avait peur pour le christianisme tel qu'il a été conçu, forgé par les Romains au IIIe siècle, donc c'est devenu la religion officielle de Rome. Et donc, ça a commencé comme ça. Et le but était de présenter l'Orient et l'islam plus particulièrement sous son image la plus sombre. C'était ça le but. Ils ont donc commencé à étudier, sauf que cet orientalisme a produit des gens qui étaient amoureux de l'Orient. D'ailleurs, l'Orient, à la base, c'est quoi? Vous êtes dans la Méditerranée, pour les Romains, pour les Italiens, vous avez la diestra, c'est le bas, c'est la gauche, et vous avez la sinistra, c'est la droite, oui. Et on dit sinistra parce qu'elle était sinistre, et puis l'Orient, c'était l'orientation à suivre. C'est ça le problème. Donc il y a eu des gens qui étaient subjugués par cet Orient, ça a produit des gens qui ont défendu l'islam, ce que j'ai... Des personnalités que j'ai regroupées dans un autre livre qui s'intitule « Témoignages impartiaux ». Et donc ça a commencé comme ça. Ensuite, de cet orientalisme, on a bien étudié l'islam et on a trouvé des points d'attaque, des points qu'on jugeait comme étant des points de faiblesse. Et par la suite, donc l'Occident chrétien, l'Occident suprémaciste, c'est la vieille France, la vieille Angleterre, ensuite les États-Unis. Tout s'inscrit dans le nombrilisme le européen, la race aryenne, etc. L'hubris aussi, oui, l'ivresse de la puissance. Absolument. C'est les suprémacistes. On a commencé à travailler sur un état d'esprit, sur des paradigmes, comme vous venez de le dire. Vous avez le grand échiquier de Brzezinski, ensuite... Il y a Bernard Lewis qui va travailler sur un concept qui est le chaos créateur, qui va beaucoup plus alimenter les printemps arabes. Il a son élève, son disciple qui est Samuel Huntington, qui va travailler sur le choc des civilisations. Ensuite, mais avant lui, avant Samuel Huntington, en 92, vous avez Fukuyama qui travaille sur la fin de l'histoire et le dernier homme et la fin de l'histoire. Donc nous sommes dans cet esprit suprémaciste qui vise à créer des paradigmes qui vont légitimer des guerres. Et ça va le faire. Merci pour cette genèse, Kamal Chikhet. Mais selon vous, je vous pose la question, est-ce que ce n'est pas peut-être caricatural de parler d'Orient et d'Occident quand on voit l'aune de la mondialisation, c'est-à-dire
au-delà des aspects géographiques, aujourd'hui, l'Orient, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, l'Occident non plus, puisque tout le monde, sous l'aune de la mondialisation, se ressemble, on consomme à peu près la même chose, on utilise les mêmes outils, on s'habille pratiquement de la même manière. C'est-à-dire, en fait, c'est une colonisabilité qui ferait pâlir à la fois Malik Ben Nabi et Ibn Khaldoun. Oui, nous sommes justement dans ces schémas de prédisposition à la colonisation. Et le problème, c'est que nous sommes dans des systèmes qui se répètent. C'est l'histoire même qui se répète. Vous avez, quand on parle actuellement d'islam, pourquoi nous sommes partis sur, par exemple, dans le domaine de la lutte antiterroriste. Nous étions dans l'étude même de la production de la violence, comment elle se fait à travers le monde. Elle n'a ni couleur, ni religion, ni idéologie, ni frontières, rien de tout cela. Ensuite, on va passer à un autre système qui est l'islamisation du phénomène. Ensuite, dans cette islamisation du phénomène, qui est-ce qu'on va incriminer? On ne va pas incriminer des modèles dévoyés ou que nous considérons comme dévoyés. C'est uniquement le modèle sunnite qui est mis à l'index. Pourquoi? Parce que c'est le dernier rempart face à cette mondialisation dont vous êtes en train de parler, qui n'est pas tout à fait saine pour l'humanité, avec tout ce qu'elle veut générer, tout ce qu'elle veut produire. Et c'est ça le problème. Maintenant, nous sommes vraiment dans des menaces pratiquement qui font vraiment peur. Le milliard d'or, le genre, etc. Le wokisme, oui. Oui, nous sommes dans une humanité débridée. C'est-à-dire, au fond, est-ce que c'est peut-être pas la différence entre l'Orient et l'Occident n'est pas la place conférée au sacré ou à la tradition ou à la religion? Et peut-être que il y a René Guénon qui avait dit à l'époque la civilisation occidentale moderne est la seule dans l'histoire qui s'est développée dans un sens purement matériel. Au fond, est-ce que c'est pas ça la crise que traverse l'Occident? Et d'une certaine manière, c'est une crise qui est en train d'amener tout le monde entier vers sa chute. Vers le gouffre, tout simplement. D'ailleurs, lui, il a décidé d'aller vivre en Égypte parce qu'il ne pouvait plus vivre en France, René Guénon. Alias Ahmed Abdelahad Yahya, alias René Guénon. Qui a fini musulman, oui, qui est enterré en Égypte. Oui, il est enterré en Égypte. Et donc, le problème est là. Quand vous étudiez l'histoire des civilisations, à chaque naissance de civilisation, l'un des points qui font l'émergence de la civilisation, c'est les lieux de culte. L'Occident, actuellement, nous parlons de civilisation occidentale. Est-ce qu'elle existe réellement? Pourquoi ne pas parler de civilisation islamique et de progrès occidental? Parce que même cette notion d'Orient et d'Occident, est-ce qu'elle existe réellement? Moi, je suis un musulman d'Occident. Je ne suis pas un musulman d'Orient. D'ailleurs, le Maghreb, c'est l'Occident par rapport au Proche-Orient. Islamique, oui, absolument. Et quand les musulmans parlaient d'Occident islamique, les Européens n'avaient pas cette notion d'Occident et d'Orient. C'était des gens qui, dans leur majorité, portaient des peaux de bêtes et utilisaient des pierres en guise d'oreiller. Je suis désolé pour eux. Même quand on vous parle des Lumières, c'est quoi les Lumières? C'est quoi? Toute la civilisation actuelle est une civilisation musulmane. Les fondements même de cette civilisation sont musulmanes, sur tous les plans, surtout sur le plan humain ou des sciences humaines. Pour le reste, nous avons bel et bien un progrès qui est occidental, qui a été produit par les Occidentaux, par les Européens. Enfin, technique. C'est de la technique, oui. Sinon, les mathématiques, l'astronomie... Mais quand vous me parlez de civilisation, je suis désolé, je mets au défi tous les philosophes du monde, donnez-moi ne serait-ce qu'un seul argument qu'il existe bel et bien une civilisation occidentale. Elle n'existe pas. Et les fondements même de cette civilisation et de l'avis des plus grands noms de l'orientalisme, des plus grands penseurs, autant anciens qu'actuels, parce qu'on avait des gens qui étaient hostiles à l'islam, nous avons aussi des Européens qui ont défendu l'islam. Ceux qui restent en vie actuellement, vous avez Colin Armstrong avec Brief History of God ou bien Holy War, qui revient sur l'expansion de l'islam qui ne s'est pas faite avec l'épée. Vous avez... John Luis Esposito, qui est toujours actif. Vous avez John Toland, qui a écrit, par exemple, Faces of the Prophet in the West Perception. Il a écrit un très beau livre sur la rencontre du Coran et l'Occident. Mahomet l'Européen.
Sauf que dans les coulisses, vous avez l'establishment européen, la nomenclatura politico-médiatique, qui travaille sur toute une politique qui vise à jeter le discrédit sur l'islam et les musulmans. Mais ce n'est pas un hasard, puisqu'on retrouve peut-être les mêmes modes de pensée aux États-Unis, en Angleterre, en France. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le même refrain, le même leitmotiv contre l'islam. Donc, est-ce que, selon vous, le choc de civilisation, entre guillemets, serait inéluctable? Puisqu'il y a le gouffre. Nous y sommes. Sauf que présenter la chose comme un paradigme, c'est faux. Huntington, qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté la chose comme étant inéluctable. Sauf que, après avoir écrit The Crash of Civilization, le choc des civilisations, il a écrit Who are we? Qui sommes-nous? Et ce qu'il a annoncé, c'était un choc entre les anglo-saxons et les hispaniques sur le continent américain. Donc ça change complètement la donne. Et là, donc, nous allons beaucoup plus vers des conflits auxquels personne n'a prêté attention et qui sont vraiment émergents à l'heure actuelle. C'est ça le problème. Donc, est-ce que nous allons vers des paradigmes qui ont tendance à se confirmer, ou est-ce que nous sommes dans une manière qui fait travailler l'esprit humain de sorte à l'acheminer vers ces paradigmes? Pourtant, n'oubliez pas que depuis les années 30, l'esprit européen ou américain de manière générale obéit aux lois d'Edward Bernays avec Propaganda. C'est ça le problème. C'était le neveu de Freud. Oui, c'est le neveu de Freud. Cet homme, c'est un esprit brillant, sauf qu'il est diabolique. C'est Machiavel puissance N. Donc, il y a un travail qui est en train de se faire, et nous, le problème dans nos pays, c'est que nous n'avons jamais eu de système d'inquisition, comme celui qui était de l'Église de Rome. Et ou en Espagne par la suite. Nous n'avons pas remplacé ce système par la congrégation de la foi qui était administrée par l'un des papes de l'Église de Rome, qui est Ratzinger, Benoît XVI. Nous n'avons pas de watchtower, comme c'était le cas aux États-Unis, donc la tour de contrôle, une sentinelle qui veille à la sécurité intellectuelle des gens. Sécurité intellectuelle chez eux ne rime pas avec le véritable sens du mot sécurité intellectuelle que nous voulons, que nous souhaitons. Pour eux, on va polluer les esprits, on va les maintenir dans cet état de pollution intellectuelle. Nous, le problème, c'est qu'il nous faut, dans un pays comme l'Algérie, qui est un pays qui est plus que visé actuellement, vu toutes les richesses que nous avons en sous-sol, 22% pratiquement des terres rares, des minerais. Donc, il faut que l'Algérie se dote justement d'un organisme et il faut qu'il soit souverain. Il ne faut pas qu'il appartienne à un think tank privé. Ou un groupe, oui. Ou un groupe. Il faut qu'il soit souverain. Nous devons aller vers ce que nous appelons au niveau de la Ligue, et ça c'est un appel que nous avons lancé il y a au moins 5 ans, juste un peu avant Corona, c'est l'Amn al-Fikri, Markaz lil-Amn al-Fikri, un centre. Il pourrait faire partie du ministère des Affaires religieuses, puisque la religion est fortement utilisée dans le domaine de la déviation. On arrive à la fin, malheureusement. Kamel Chikhet, un mot rapide pour l'année 2025. Qu'est-ce que un conseil, un souhait, une volonté pour nos téléspectateurs, rapidement? Écoutez, je voudrais juste, parce qu'il y a un état d'esprit qui circule actuellement, ceux qui sont mécontents de l'Algérie, vous êtes mécontents de l'Algérie parce que l'Algérie, pour vous, c'est une tombe. Vous voulez aller vivre à l'étranger, venir mourir ici. Des gens normaux n'auraient pas été mécontents de l'Algérie s'ils avaient œuvré pour faire de l'Algérie un Eldorado. Alors essayons d'en faire un Eldorado et non des tombes. Merci Kamel Chikhet pour ce joli mot de la fin, cette belle conclusion pleine d'espoir. Merci d'avoir été des nôtres. C'est aussi avec ces mots pleins de sagesse que nous conclurons l'édition du jour. Merci de l'avoir suivi.